Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 28 janvier 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons du glyphosate avec les membres de l'association Campagne Glyphosate 74. Je recevrai ensuite Kevin Plessis qui s'est lancé un défi XXL et du ski de fond pour notre partie sport avec un des plus grands espoirs français de la discipline, Tom Mancini. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors on va parler notamment dans ce journal d'un chantier d'envergure du côté de Sainte-Hélène-du-Lac. Oui, c'est un chantier assez unique en France. Ce sont deux géants de l'électricité, français et italiens, qui construisent ensemble une ligne électrique de près de 200 km, donc à cheval entre les deux pays, qui doit renforcer les capacités d'échange et de solidarité électrique entre les deux pays. Et puis Jean-Paul Crespi nous propose de découvrir une nouvelle forme d'habitat du côté d'Annemasse. L'habitat coopératif, donc tu l'as dit, c'est du côté d'Annemasse, Annemasse Agglomération qui se lance dans ce nouveau type d'habitat, une nouvelle façon de penser, de construire son logement. On verra les précisions de Jean-Paul Crespi dans le journal tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec notre revue de presse quotidienne. On commence avec malheureusement une mauvaise nouvelle concernant nos collègues de France Bleu Isère qui ont été pris à partie. Oui, on revient donc sur cet incendie des locaux de France Bleu Isère avec cet article de Libération donc, qui parle de l'incendie d'origine criminelle qui a ravagé les bureaux de la radio dans la nuit de dimanche à lundi sans faire de blessés, heureusement. Les journalistes en revanche sont vraiment sous le choc, on le comprend. On peut le comprendre. C'est le matinalier Laurent Gallienne qui a découvert les dégâts à 3h40 précisément en venant donc prendre son poste. Il a vu les pompiers en tout cas qui venaient d'intervenir. Libération évoque notamment les interrogations qui émergent suite à cet incendie. Quel sujet, quel reportage récent diffusé sur l'antenne ou sur le site aurait pu susciter un tel acte, puisque donc la piste criminelle a été évoquée. Aucune menace en tout cas n'avait été reçue par nos confrères de France Bleu Isère. L'article évoque aussi ce contexte de défiance envers les journalistes qui aurait pu peser, puis qui aurait pu peut-être encourager cet acte. En tout cas, il rappelle l'article que les relations, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a pu avoir des revendications contre les journalistes, étaient bonnes. France Bleu Isère fait effectivement partie des médias qui ont été salués publiquement pour leur suivi journalistique de ce mouvement. Donc voilà, évidemment, l'enquête en dira certainement plus sur les origines. On rappelle en tout cas que l'antenne est l'une des plus importantes stations locales du réseau France Bleu. Et puis on a frôlé l'accident de Dameuse du côté de la Sambuie. Oui, un article de France Bleu Pays de Savoie sur une sorte de coup de gueule d'un dameur. Et il n'est pas le seul puisqu'il a évité de peu un accident qui aurait pu être très grave. Ça s'est passé du côté de la Sambuie, c'était jeudi dernier, jeudi soir. Un skieur de randonnée qui remontait une piste de la Sambuie, donc en Haute-Savoie, en dehors des horaires d'ouverture, a frôlé le câble de cette dameuse qui était en plein travail. Et c'est malheureusement une scène qui est devenue récurrente pour les dameurs de toutes les stations. Donc dans le meilleur des cas, ce skieur aurait pu perdre connaissance, comme l'explique le dameur qui raconte l'histoire dans l'article. Dans le pire, il aurait quand même pu être découpé. Donc c'est vraiment, on le rappelle, les pistes, quand elles sont fermées, les dameurs le rappellent, il faut vraiment suivre les consignes. D'autant plus qu'à la Sambuie, un itinéraire spécifique a été prévu. Et en cas de contrôle, les skieurs pourraient être sanctionnés alors d'une amende de 38 € maximum. C'est peu quand on sait quand même les risques encourus. Seb, avec toi, on passe à une information médicale. Oui, puisque Santé publique France vient de publier les résultats d'une enquête réalisée de 2007 à 2016, une enquête sur le cancer. Et on y apprend que la région Auvergne-Rhône-Alpes est moins frappée que la moyenne nationale. En Pays de Savoie, les chiffres sont encore plus encourageants puisqu'avec un peu plus de 2300 morts par an liées au cancer, nos départements sont en sous-mortalité significative. Ça représente environ 10% en moins que la moyenne nationale. Un exemple concret, le cancer du poumon, le cancer le plus fréquent en France, fait en Pays de Savoie moins de 500 victimes par année. Donc voilà, il faut aussi savoir que les résultats détaillés de cette enquête sont à retrouver sur le site internet de l'Institut de veille sanitaire pour des résultats plus en profondeur.
Et on parle tourisme? Oui, dans un tout autre registre, Yann Clavillier, directeur de l'Office de tourisme du lac d'Annecy, s'est confié à nos collègues, à nos confrères de l'Essor Savoyard. Et il en ressort dans cette interview que les chiffres sont très bons pour l'année 2018. C'est même une année record, avec plus de 3 millions de touristes descendus tout autour du lac d'Annecy. Sans surprise, les mois de juillet et du mois d'août ont été particulièrement fréquentés, grâce notamment au temps estival, à la Coupe du Monde et au passage du Tour de France. Autre motif de satisfaction, la vente de billets de spectacle a explosé et les plages ont accueilli de plus en plus de vacanciers. Très bonne nouvelle. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve en fin de première partie. Allez, on passe à notre première rubrique, la rubrique dans l'actu. Et j'accueille mesdames Maryse Cornier et Lorraine Rambaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement vice-présidente et présidente de l'association Campagne Glyphosate 74. Quelle est la vocation de cette association? La campagne Glyphosate 74, c'est une action finalement qui est une action citoyenne, collective et juridique au final. Donc elle occupe déjà pas mal de départements dans toute la France, plus d'une cinquantaine de départements en réalité. Et finalement, le but de cette campagne, c'est d'alerter le gouvernement et nos décideurs qu'il y a urgence en matière de pesticides. Il faut maintenant interdire les pesticides chimiques et puis se tourner vers une agriculture écologique qui sera responsable des individus et de l'environnement. Alors Lorraine, la campagne Glyphosate est donc née en Ariège. Comment est-ce que le mouvement est arrivé en Haute-Savoie? Du coup, Maryse et moi, chacune de notre côté, on ne se connaissait pas avant. On a contacté les initiateurs en Ariège pour savoir si quelque chose existait dans le 74 et il n'y avait rien de mis en place. Donc, on s'est proposé pour le faire et du coup, on s'est rencontrés et on a créé l'association dans le 74. Alors, pour lutter contre l'utilisation de ce glyphosate, vous proposez des campagnes de prélèvement, notamment des prélèvements d'urine. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors concrètement, on a organisé 3 sessions de prélèvement dans le département, donc une à La Roche toute prochaine le 2 février, une à Thonon-les-Bains, je crois que c'est le 16 mars, et une le 23 mars à Annecy. Donc on invite un maximum de volontaires à venir déposer leurs urines, tout ça devant huissier pour pouvoir avoir une action juridique, une action juridique. Et puis on envoie les analyses d'urine dans un laboratoire qui va regarder les taux de glyphosate dans chaque prélèvement d'urine. Et il s'avère qu'on est tous très fortement contaminés au glyphosate. Sans le savoir? Non, justement, à notre insu. Voilà, le plus souvent, c'est à notre insu. Alors, on va tout de suite regarder un petit extrait d'un clip que vous avez réalisé. Aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais du glyphosate dans mes urines. 1,6. 1,6 nanogrammes par millilitre d'urine. Ça vous paraît peu? Le taux légal autorisé dans l'eau potable est de 0,1 nanogramme par millilitre. La quantité retrouvée dans mes urines est donc 16 fois supérieure à celle autorisée dans l'eau potable. Elle, 23 fois plus. Et elle, 29 fois plus. Lui, 33 fois plus. Alors le glyphosate fait beaucoup parler de lui en ce moment dans l'actualité. Dernièrement, Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé que la France ne sortirait sûrement pas du glyphosate d'ici 3 ans, contrairement à une promesse de campagne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Justement, c'est là qu'on se dit il faut qu'on pèse maintenant dans le débat, qu'on s'approprie ce débat et qu'on fasse... on pèse de tout notre poids face au lobby et face à ces décideurs qui continuent de mener une politique qui nous empoisonne au final. Voilà, c'est ça. Donc plus on aura de volontaires à nos sessions de prélèvement et plus on aura de plaintes au niveau départemental mais aussi au niveau national puisqu'on va regrouper toutes les plaintes pour faire un seul et grand procès national. Le glyphosate a été déclaré cancérogène probable en 2015 et pourtant vous dénoncez l'immobilisme des pouvoirs publics. Totalement. Tous les 3 ou 5 ans, à chaque fois, il y a le débat qui est mis sur la table et à chaque fois, l'interdiction est rejetée. Donc nous, on se pose des questions parce qu'en plus, les pesticides sont mis sur le marché sans respecter le principe de précaution de la Constitution européenne. Normalement, chaque produit qui est mis sur le marché en Europe doit avoir subi des tests de chaque composant. Et là, ce n'est pas le cas pour les pesticides. On analyse uniquement la molécule principale. Et en l'occurrence, souvent, c'est le glyphosate. Mais malheureusement, derrière le glyphosate, il y a des choses telles que l'arsenic ou d'autres pesticides qui, quand ils sont seuls, sont interdits. Et pourtant, ils sont autorisés quand ils font partie d'autres produits. Donc, c'est ça aussi qu'on veut dénoncer. On a un petit peu l'impression d'être dans une impasse aujourd'hui.
Non, je crois pensez que que l'impasse est derrière nous. Entre-temps est passée l'histoire des Monsanto Papers. On a vu comment Monsanto et ses alliés industriels ont manipulé l'opinion publique, ont manipulé nos politiques. Et donc, voilà, est-ce qu'on continue à faire confiance à des institutions qui dysfonctionnent ou est-ce qu'on se met en avant? Et moi, je crois que non, on n'est pas dans l'impasse. Moi, je suis pleine d'espoir. le fait que Monsanto ait été condamné justement récemment là, dans une affaire aux États-Unis, ça vous donne de l'espoir, j'imagine? Évidemment, évidemment. Moi, je suis certaine qu'on est à un tournant et qu'on avance. On est toutes les deux très motivées. Nous et les volontaires qui sont inscrits, on a déjà beaucoup de volontaires et on avance et on va y arriver. Mais je mets un petit bémol parce que je crois que Monsanto a fait appel et donc il y a quand même des forces qui sont assez importantes mises en place et c'est pour ça que il ne faut pas lâcher parce que si on lâche, on est sûr de perdre. Donc, Est-ce qu'il existe des solutions de remplacement au glyphosate? Oui, bien sûr, il y a des alternatives. On les connaît, ce serait long à citer ici, mais il y a des alternatives écologiques qui sont capables de nourrir la planète. Et puis, l'agriculture moderne, industrielle, aujourd'hui, génère des tas de déchets. Je ne sais plus combien il y a de tonnes de déchets qu'on jette chaque année, parce qu'on est dans une hyper... de déchets et puis surtout que 40% de ce qu'on produit est jeté, en fait. On l'utilise très mal, donc au-delà de comment produire sans pesticides, il faut aussi se poser la question de pourquoi produire autant si finalement on jette 40% de ce qu'on produit. Aujourd'hui, en Haute-Savoie, au niveau de l'association, vous êtes combien à peu près? On est deux à relayer de manière plus ou moins constante, Lorraine et moi, dans le département. Et puis on a quand même un appui certain du tissu associatif. Je pense notamment à l'association Chlorophylle qui est sur Fillinges, la MAP de Mieuxy, des élus qui nous ont rejoints et puis d'autres bénévoles qui nous aident comme ça spontanément. On rappelle les prochaines sessions? Oui, alors La Roche le 2 février prochain, mais c'est complet, on a déjà beaucoup de monde. Thonon le 16 mars et Annecy le 23 mars. Merci beaucoup, mesdames. Merci bon courage à vous. pour Merci votre à vous. combat. Merci. Allez, on passe au choix de la rédac. Et ce soir, la rédaction a choisi de mettre en lumière Kevin Plessis. Installez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 27 ans. Vous êtes originaire de Nantes, installé dans la région. Et vous êtes lancé un défi assez incroyable pour le mois d'avril. La traversée de l'Europe. C'est la continuité de mes expéditions, c'est ma vie, c'est mon mode de vie, mon quotidien. Et je vais traverser l'Europe, oui, du nord au sud, sur 6100 km environ, pendant 6 mois, en autonomie, en solitaire, à la totale. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure-là? C'est la continuité de ma vie, j'ai toujours été un aventurier, j'ai toujours eu l'âme d'un aventurier, j'ai envie de dire. Et après, souvent les gens me parlent d'exploits, alors que moi je ne comprends pas que ce soit des exploits. Pour moi, c'est des rêves. Je ne réalise pas des exploits, je réalise mes rêves, c'est aussi simple que ça. Et j'ai envie de dire que oui, j'ai toujours été fait pour ça. La solitude, les risques, j'aime quand la vie est difficile, j'aime les difficultés. Quand c'est compliqué, j'aime bien progresser humainement avec la nature, parce qu'elle m'offre des épreuves auxquelles je peux progresser. Je deviens un meilleur homme, j'ai envie de dire, avec ça, et j'adore ça. Alors l'itinéraire, c'est donc de partir de l'extrême nord pour aller à l'extrême sud. Pourquoi ce continent et pourquoi dans ce sens? C'est une expédition qui a été réfléchie pendant ma première. Celle-là, celle que je vais faire en avril, là, c'est ma deuxième. Et la première, c'était un petit tour de Bretagne, voilà, sur 2000 km. C'est ça. Et du coup, j'ai réfléchi à ma prochaine expédition. Je me suis dit, pourquoi pas la France? Après la Bretagne, la France. Et quand j'ai fini cette première expédition, je me suis dit, c'est trop court. J'ai envie d'aller plus loin. Je veux que ce soit plus dur, plus long, plus intense. Et je me suis dit, la France, je connais. Autant traverser l'Europe. Et voilà, tout simplement. Alors, un peu plus de 6000 km au programme. Départ prévu donc pour le mois d'avril prochain, depuis le Cap Nord en Norvège, avec des conditions climatiques que j'imagine bien difficiles. Oui, ça va être à la fin de l'hiver, début printemps. C'est une très mauvaise période, puisque même s'il fait moins froid, le climat... On est à combien là? Le record, c'est moins 30. Ah oui. Mais ça va être assez rare quand même, mais... Le problème, ça va être la fonte des glaces, la fonte de la neige avec les lacs, les risques d'avalanche, etc. Donc ça, c'est assez dangereux, mais c'est aussi ce qui m'attire vraiment. Ce qui vous motive. Voilà. La préparation et l'entraînement ont dû être faits en conséquence? Oui. Il n'est pas fini, j'imagine? Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'un mois avant de partir, je vais vraiment m'entraîner tous les jours. Parce que là, je suis en train de travailler. Ça consiste en quoi concrètement l'entraînement? C'est beaucoup de marche quand même. Ouais. Cette expédition, elle me demande vraiment que de la marche.
Celle que j'ai fait ici, c'est de la nage, de l'escalade, un peu de course et beaucoup de marche. Et celle que je vais faire en Europe, c'est que de la marche, exactement. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure en autonomie, Voilà, sans assistance, exactement. mais j'imagine qu'avant ça, il y a quand même peut-être une équipe autour pour vous coacher, pour vous... Je suis un Vous très êtes grand vraiment, solitaire, donc ouais. c'est vrai que j'ai tout organisé tout seul. Je fais tout seul. Après, c'est vrai que mes proches vont m'aider un petit peu au niveau de mon matériel. Niveau logistique. Voilà, exactement. Ils vont... Quel poids au niveau du matériel? Alors, Vous partez de quoi, avec un base- gros sac à dos? De base, je suis à 40 kg. J'ai un petit sac à dos de 10 kg sur mon dos. Je vais traîner une remorque avec des roues sur des skis si j'ai besoin. D'accord. Et ça fait 30 kg. Ensuite, je vais ramasser les déchets sur mon Oui, parcours. j'allais y venir. Ouais. C'est aussi ça l'une des vocations de Voilà. ce défi, on n'est pas que dans la performance sportive. Il y Exactement. a aussi une démarche éco-responsable. Voilà. J'ai vraiment envie de pousser l'action Donc le but, c'est de écologique au ramasser loin. chaque déchet que vous avez trouvé. Voilà. Au tout Ça risque début. d'en faire pas mal, non? Je vais les jeter au fur et à mesure. Parce que ça... Est-ce qu'il y a eu aussi un suivi d'une préparation pour une préparation mentale? Parce que j'imagine que ce type de défi, ça se joue aussi dans la tête, Oui. quand le corps ne suit plus forcément. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que là-dessus, je me découvre de jour en jour et j'ai vu que je pouvais aller encore plus loin, alors pourquoi pas pousser les limites en Europe, tout simplement. Pour la nourriture, j'imagine des repas lyophilisés, Voilà, exactement. comme les navigateurs. J'en ai pour 2 mois au début. Après, je vais me débrouiller tout seul. La chasse. Voilà, exactement. Si je dois en arriver là, j'en arriverai ici. Mais c'est vrai qu'au début, beaucoup de repas lyophilisés, la neige fondue pour faire de l'eau. Et puis après, ça se fera tout seul. Hein. On verra Et au puis le fur et à sommeil mesure. là-dedans. Comment ça va se passer le sommeil? Sommeil, c'est la petite. Alors, je dors sous un tarp. C'est pas une toile de tente. C'est une toile qu'on tend avec un bâton de randonnée ou n'importe quoi. D'accord. Et on dort en dessous. Donc moi, avec la neige, je pourrais en profiter pour me faire une sorte de petite crevasse où je pourrais creuser un peu pour m'abriter du vent, etc. Ah, même pour dormir, c'est une expédition. Voilà. Alors, juste pour revenir rapidement sur l'expédition de 2017, Oui. le long des côtes bretonnes, qu'est-ce que vous avez gardé de cette expérience? Ce que j'ai gardé, ce que j'ai gagné surtout, c'est que je pouvais aller encore plus loin. Je ne pensais pas réussir. Je suis parti avec l'idée que j'avais le droit d'abandonner. Et mes proches, je pense que la plupart, ils pensaient que voilà, il a le droit de rentrer, c'est pas grave s'il ne va pas jusqu'au bout. Mais j'ai réussi. Et pour moi, j'étais très content parce que ça voulait dire que je pouvais aller encore plus loin. C'était même une expédition assez personnelle, une expédition d'essai, j'ai envie de dire. Et au final, voilà, j'étais très content de réussir et j'avais plus envie de m'arrêter. Alors, un livre et un film sont aussi en préparation. Ça Voilà. sera pour relater un peu cette aventure. C'est ça. Et puis, est-ce qu'on aura l'occasion de vous suivre sur les réseaux sociaux Exactement. tout au long de votre trajet? Voilà, au début avril, c'est parti. Il y aura, j'espère, des photos tous les jours, une photo par jour, j'ai prévu. Ensuite, dès que j'ai terminé, ce sera en fin octobre. Et là, je ferai un vrai bilan de l'expédition avec tous les déchets, parce que j'organise aussi des événements dans les grandes villes d'Europe que je vais traverser avec des gens qui vont ramasser avec moi. Je ferai des petites micro-conférences pour les sensibiliser à cet impact-là. Et voilà, après, j'écrirai mon livre. Il y aura un petit film aussi sur l'expédition, comme celui-là. Et puis voilà, ça me prendra le temps qu'il faut, mais ça sera fait. Bon, en tout cas, bon courage Merci pour beaucoup. cette exposition. N'hésitez pas à nous donner vos nouvelles. Pas de souci. Merci beaucoup. Allez, on passe à notre rubrique sport comme chaque lundi. Et ce soir, on va parler ski de fond avec mon invité, Tom Mancini. Tom Mancini, bonsoir. Alors, vous avez 20 ans, vous êtes né à Aix-les-Bains, vous entraînez à Savoie-Grand-Revard. Et on peut dire que vous êtes un des plus grands espoirs de la discipline. Première chose, avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport, le ski de fond? Ce qui me plaît, c'est la sensation de glisse sur les skis, le dépassement de soi-même. Comment vous y êtes arrivé? Comment j'y suis arrivé? En fait, je faisais pas mal de sport quand j'étais petit, puis celui-là, il m'a bien accroché, donc je pense que ça s'est fait naturellement. Alors, vous avez disputé la semaine dernière les championnats du monde des moins de 23 ans à Lahti en Finlande, avec au final une très belle 5e place sur 15 km. Avec le recul, comment est-ce que vous jugez ce résultat? Il y a de la satisfaction, j'imagine? Ouais, de la satisfaction. Après, c'est pas très loin du podium, mais j'ai pas de regrets parce que je pense que les meilleurs étaient devant et je suis content d'avoir pu arriver en forme ce jour-là. Il y a un an, lors des championnats du monde junior en Suède, vous aviez décroché le titre lors du sprint libre. C'est votre plus belle émotion sur les skis jusqu'à présent, ce titre mondial? Ouais, c'est ça, ouais, je pense que c'est ma plus belle émotion pour l'instant, j'espère. Après, la semaine dernière, c'était aussi une très belle journée, donc c'est pour ça que je fais du ski de fond, si on va dire. Alors, je disais en début d'interview, vous avez 20 ans, mais vous êtes désormais senior. Comment se passent ces premiers mois là, dans la peau d'un grand?
Et ben, les catégories seniors, c'est bien plus exigeant que les autres catégories. Alors, ça se passe. Faut prendre son mal en patience, je pense. Et puis, quand ça fait des belles perfs, faut être satisfait de ce qu'on fait. C'est quoi les principales différences entre la catégorie U23, donc les moins de 23 ans, les juniors et maintenant les seniors? Sur quoi vous voyez le plus de différence? Déjà, U23, il y a déjà 3 catégories d'âge. Et on court, en fait, on a juste un championnat du monde. Après, on court dans la catégorie senior, donc avec des personnes de 30 ans, 28 ans. Et je pense que, en fait, ce qui joue beaucoup, c'est la différence encore physique et l'expérience. J'imagine que l'objectif à court terme, c'est un jour intégrer le circuit Coupe du Monde et puis disputer les Jeux. Ouais, bien sûr. Ouais, le plus gros objectif, c'est les Jeux Olympiques, je pense, comme tout athlète qui peut les disputer. Et après, tourner sur la Coupe du Monde, c'est vrai que ce serait vraiment plaisant. Qu'est-ce que ça représenterait justement pour vous, petit jeune d'Aix-les-Bains, d'arriver à intégrer le circuit Coupe du Monde, de côtoyer les plus grands champions sur différents continents? Qu'est-ce que ça représenterait la Coupe du Monde pour vous? Ça représenterait, on va dire, une récompense du travail qu'on fait tout l'été, qu'on fait tous les jours. Et je pense que après, c'est surtout pour une continuité dans la carrière. L'année dernière, les Bleus ont brillé lors des Jeux en ski de fond. C'est aussi une belle motivation pour vous quand on est encore jeune dans le milieu, de voir que les champions commencent à performer au haut niveau? Oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir de voir que les grands, entre guillemets, ils claquent à l'international, parce que ça nous motive et ça nous montre qu'on est une nation qui est capable de jouer devant. En attendant, vous avez confirmé hier, on vous remercie d'ailleurs d'être là aujourd'hui, votre bonne forme, puisque vous avez remporté l'envolée nordique, une épreuve en tandem qui se déroulait dans le département du Doubs, c'est ça? Ouais, j'ai couru avec un ami, et ça s'est bien passé, donc je suis content. Quelles sont les prochaines échéances là, pour la suite de la saison? Je vais aller sur les Coupes d'Europe, et après, j'espère accrocher. Je garde dans le coin de ma tête du moins une sélection Coupe du Monde, mais j'essaye de bien finir la saison sur la Coupe d'Europe, puis on verra bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la Coupe d'Europe, c'est un petit peu l'antichambre de la Coupe du Monde. Si vous performez en Coupe d'Europe, vous pouvez peut-être intégrer une épreuve de Coupe du Monde. C'est comme ça que ça se passe? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, pour pouvoir monter en Coupe du Monde, faut faire ses preuves sur la Coupe d'Europe, et après, logiquement, des fois, on peut avoir un ticket pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Tom Mancini. Bravo, et puis bonne continuation pour la suite de votre carrière. Vous avez à rejoindre la régie. Lui aussi est jeune et il apprend très vite. Une semaine après son premier succès en Coupe du Monde à Wengen, Clément Noël a récidivé ce samedi du côté de Kitzbühel en Autriche avec une nouvelle victoire lors du slalom devant Marcel Hirscher et Alexis Pinturo, lui aussi très en forme. Je vous propose d'écouter le skieur vosgien qui s'entraîne à Val d'Isère. Ça fait forcément quelque chose, ça fait vraiment plaisir parce que c'est un endroit mythique, c'est la Mecque du ski alpin, et voilà, il y avait une ambiance incroyable. Gagner ici, c'est un rêve pour tout skieur, et voilà, ça fait vraiment quelque chose de pouvoir se dire que j'ai gagné à Kitzbühel. Ouais. La première manche n'était pas vraiment facile, très tournante, je pense pas très jolie à voir à la télé, et je vais pas blâmer le traceur pour ça, il fait ce qu'il veut. Mais c'est sûr qu'il faut toujours rester concentré, même si on n'aime pas le tracé. Il se trouve qu'en première manche, j'aimais pas trop, mais c'est pas important à notre avis. Le but, c'est d'aller vite du départ à l'arrivée. La deuxième était vraiment jolie, il y avait encore beaucoup plus de monde qu'à la première manche. Il y avait l'ambiance, il y avait la piste qui était bien préparée et belle, il y avait le tracé qui était bien, donc tout allait bien. Voilà, de très bon augure à quelques semaines des championnats du monde de Åre en Suède. Et puis toujours à Kitzbühel, on signera également la superbe performance du tignaire Johan Claret qui s'est offert ce dimanche son tout premier podium en Coupe du Monde sur le Super G, enfin son tout premier podium en Super G, avec une très jolie deuxième place derrière Joseph Ferstel. Et on reste dans le ski alpin puisque Marie Baucher et toute l'équipe de France Handisport ont brillé la semaine dernière lors des épreuves techniques des mondiaux handisport de ski alpin. Je vous propose d'écouter Marie Baucher. C'est une interview réalisée par Skype ce lundi après-midi. Bonsoir Marie Baucher, vous êtes actuellement en Italie, du côté de Stella Nevea pour les championnats du monde de handisport pour les épreuves de vitesse. Une compétition que vous abordez dans de très bonnes dispositions puisque la semaine dernière vous avez remporté 2 médailles d'or en Slovénie lors de ces mêmes championnats du monde, mais pour les catégories techniques en géant et en slalom. Oui, bonjour, c'est ça,
exactement ça. Alors là, on regarde la neige tomber aujourd'hui. Les entraînements sont un peu compromis avec les précipitations italiennes, mais voilà, et on devrait commencer. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est votre réaction après ces 2 victoires en géant et en slalom? C'est, j'imagine, une grosse performance, une grosse satisfaction? Ouais, un gros soulagement surtout parce que c'est une année qui est particulière, l'année après les Jeux. J'ai pas mal douté encore cette année et donc je suis contente d'avoir réussi à performer comme ça. Et puis j'ai encore réussi à hausser mon niveau depuis l'année dernière. Donc c'était plutôt une très belle semaine. J'ai essayé de construire cette confiance-là pour la semaine qui arrive. Alors cette semaine, donc 3 courses au programme, descente, super combiné et super G si la météo le permet. L'objectif annoncé, c'est quoi? C'est 3 médailles d'or? 3 médailles en tout cas déjà? Il n'y a pas d'objectif annoncé. Il faut déjà qu'on arrive à faire ces 3 compétitions. Et puis moi, aujourd'hui, je prends au jour le jour. Je prends médaille après médaille, course après course. Et je ne m'avance jamais trop parce que je sais que le ski est un sport qui peut avoir pas mal d'imprévus. Donc voilà. Je préfère ne pas me donner de faux rêves et plutôt être présente le jour J et performer au mieux. Donc, en tout cas, les objectifs, c'est de répondre présente sur ces 3 épreuves et on verra ce qui en Vous prouvez avec ces performances qu'on peut arriver à bien négocier les saisons post-Jeux paralympiques? Ouais. Alors, la saison est encore longue. Hein. On est au mois de janvier. En tout cas, un début de saison. Mais c'est jamais évident et sincèrement dans ma tête en ce moment c'est très compliqué et les saisons paralympiques sont des saisons qui prennent énormément d'énergie, qui font prendre nous faire beaucoup de remises en question aussi et ici au jeu on est quand même bien sollicité derrière, donc il y a pas mal de fatigue qui s'accumule, donc je sais pas trop dans quel état j'arriverai au mois de mars, mais en tout cas jusque là ça va bien et je suis contente de pouvoir être présente et de pouvoir proposer mon meilleur ski ici en janvier. De manière générale, je vais terminer avec ça, c'est toute l'équipe de France qui brille lors de ces compétitions, pour le moment. Oui, on a une équipe de France un petit peu plus élargie que celle au début de la saison. On a vos numéros qui sont venus intégrer le groupe et vraiment est là et défend sa place aussi. On a Thomas Sivad qui a 5 centièmes d'une première médaille au championnat du monde, Jordan qui se défend bien. Donc vraiment, on a une équipe qui a une belle homogénéité, en tout cas qui a beaucoup d'envie et qui va dans le bon sens, qui avance. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir consacré quelques minutes. Bon courage pour cette semaine riche en compétition et puis on espère un jour revoir sur ce canapé. À bientôt. C'est gentil, merci. Voilà pour cette interview de Marie Baucher. C'est fini pour la partie sport. Victoire est de retour pour le rappel des titres. Mais avant, une petite info en rapport avec la revue de presse. Oui, tout à fait. J'en parlais dans la revue de presse tout à l'heure. France Bleu Isère émet de nouveau depuis 17h30 une information qu'on a eue entre-temps. Exactement, une bonne nouvelle pour nos confrères de France Bleu Isère qui peuvent émettre grâce à l'aide de France 3 Alpes. Le journal avec un chantier impressionnant du côté de Sainte-Hélène-du-Lac. Oui, on parlera de ce chantier d'interconnexion électrique entre le Piémont et la Savoie avec un reportage de Francis Raisin qui nous en dit plus sur ce chantier assez impressionnant. Et puis Anne Massaglo se lance dans une nouvelle forme d'habitat. C'est l'habitat coopératif. Jean-Paul Crespi est allé faire un reportage sur ce projet qui change un petit peu les modes de concevoir l'habitat. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve tout de suite après la pub pour le journal de la rédaction. À tout à l'heure.